Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. C'est parti pour débattre de l'actualité sur les réseaux sociaux, l'application Sud Radio et surtout le 0826 300 300 pour animer, participer évidemment à la conversation et puis témoigner peut-être de ce que vous voyez, exprimer votre avis. Vous le savez, c'est votre émission, vous êtes sur Sud Radio, vous parlez vrai. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Paul Azibert, directeur général de Vortigen. Bonjour. Bonjour Maxime. Luc Planavergne, journaliste au Journal du Dimanche, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Maxime. Et nous sommes également avec Noémie Aliwa, journaliste essayiste de Hauteur de la Terreur jusque sous nos draps. C'est aux éditions Plomb. Également en compagnie de Jacques Millard, maire de Maison Lafitte et auteur de Bye Bye Démocratie. Bonjour Jacques. Vous allez bien ? On ne se pose jamais la question. Donc c'est on est certain que ça va. Mais oui, ça c'est une bonne méthode. Vous avez raison. Au programme de ces discussions ce matin, où on attend une fois de plus vos commentaires, vos analyses, vos réactions. Vous avez sans doute entendu parler de ce PDG américain qui a eu le malheur d'aller au concert de Coldplay et pas de chance. La grande caméra chargée de repérer les téléspectateurs ou les spectateurs qui s'embrassent, qui se câlinent, sont tombés sur eux. C'était pas sa femme, c'était sa DRH d'une grande entreprise. Résultat, quand il est rentré aux États-Unis, la décision a été simple. Écoutez, monsieur, vous allez démissionner. Est-ce qu'en France, on doit aller vers ce modèle-là ? Faut-il licencier pour adultère ? On se posera la question. Ou au contraire, vous trouvez qu'on tombe dans vraiment le moralisme à l'américaine ? Et puis la loi du plomb, vous n'avez pas pu passer à côté. Cette loi qui interdit l'introduction de la réintroduction de certains produits phytosanitaires pour les agriculteurs est vivement contestée par les ONG, par les politiques. Une pétition a été mise en ligne. Résultat, plus d'1 million de signatures. Ça n'est jamais arrivé depuis que ce dispositif a été mis en place par l'Assemblée nationale. Et mine de rien, ça arrive très souvent sur des sujets ou industriels ou agricoles. Est-ce que vous, agriculteurs qui nous écoutez, est-ce que vous trouvez qu'on vous soutient encore ? Parce que nous, on va se poser cette question. La France soutient-elle encore ses agriculteurs ? Et puis, c'est le sujet qui va nous occuper dès à présent. Béziers, Limoges, Nîmes. Mais qu'est-ce qui se passe en France ? Est-ce qu'on perd le contrôle de ces territoires ? J'attends vos remarques, vos réflexions, vos commentaires. Application Sud Radio, réseaux sociaux, numéro de téléphone 0826 300 300. Laissez-moi vous raconter peut-être un peu si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Compiègne, une trentaine d'individus armés ont attaqué le commissariat à coups de mortier. Charleville-Mézières, affrontement entre des forces de l'ordre et des habitants, jet de projectiles, dégradation. Ce qui s'est passé aussi à Béziers, on en a beaucoup entendu parler. Plus d'une cinquantaine de personnes cagoulées avec des appartements incendiés, des coups de mortier également. Et puis ce qui s'est passé du côté bien sûr de Nîmes ou de Limoges. Je me tourne vers vous d'abord, Jacques. Est-ce que vous, en tant que maire de Maison Lafitte, puisqu'on voit maintenant que ça s'étend absolument partout sur le territoire, vous êtes confronté, peut-être pas de manière aussi intense, mais à ce type de phénomène ? Heureusement, non. Mais je voudrais dire une chose. En réalité, il faut réagir. Mais pour réagir, il faut attraper ces ozos et les mettre dans des unités disciplinaires. Il ne faut pas les mettre en prison parce que ça va être mal en pis. Mais il faut les attraper, les mettre dans une unité disciplinaire, loin de leurs activités. Et ça a été fait dans le passé avec, je cite toujours à l'antenne, Marc de la Perrière qui avait, comme vous le savez, engagé un certain nombre de militaires à la retraite pour remettre dans le droit chemin un certain nombre de délinquants, adolescents, voire jeunes adultes. Oui, mais Jacques, ça on est d'accord, pardon Jacques, ça on est d'accord que c'est la théorie, on arrive à les arrêter. Or là, on est dans une situation, on n'arrive même pas à les arrêter tellement les faits sont graves et violents. Ça, c'est moins certain. Je pense qu'on va les arrêter parce que on a un certain nombre de moyens pour savoir qui ils sont. On a un certain nombre de moyens pour ensuite faire des enquêtes et petit à petit, on peut, je dirais, les reprendre. Et écoutez, clairement, ce qui se passe, c'est du côté de Nîmes, qu'on comprenne notamment la détresse des habitants de certains quartiers. J'ai sorti ma tête par la fenêtre, j'ai vu qu'il y avait du monde qui paniquait, une dame qui criait, un appartement qui brûlait. C'est un peu le bordel, comme vous pouvez le voir. Franchement, je peux vous dire que ça faisait peur. À 20h maximum, je ferme les rideaux. On vit dans la peur, quoi. Parce que vraiment, on se sent dans l'insécurité. Mes parents habitent ici et je ne veux plus qu'ils sortent. Je leur demande de fermer les volets et de vivre dans le noir, le temps que y ait quelque chose qui soit fait réellement pour essayer. Donc voilà, des habitants qui sont totalement tétanisés, qui n'ont même plus le droit en réalité de sortir. C'est ça qui se passe aujourd'hui sur le territoire, Paul Azibert.
Oui, absolument. Enfin, c'est ce qui se passe sur le territoire. Le problème, c'est aussi l'évolution qu'il y a eu peut-être dans le fonctionnement de cette délinquance, des têtes de réseau. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des têtes de réseau, des points qui étaient tenus par cité. Aujourd'hui, on a une sorte d'ubérisation ou de franchisation en fait de ces points. Et donc, on a affaire. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort des entretiens qu'on peut avoir avec les forces de l'ordre, avec les forces de police qui interviennent, même et même celles qui interviennent en dernier ressort, c'est-à-dire tout ce qui est BRI, RAID, etc. Un système de quasiment comme un McDonald's avec des franchisés, une déconnexion totale des personnes qui sont dans cette situation et qui on voit des têtes mises à prix pour 500 €. Il y a une déconnexion totale des personnes qui sont dans la situation et en fait, c'est une désinhibition totale ce que vous décrivez, c'est-à-dire que des jeunes capables d'aller tuer quelqu'un pour 500 €. On se rappelle d'ailleurs, rappelez-vous de cet évadé du côté de Lyon, son surnom c'était le Joker. Il était connu aussi pour à peine quelques milliers d'euros avoir traversé la France et avoir voulu atteindre la vie de quelqu'un. C'est la situation dans laquelle on est, Lucas Planavergne. Bien sûr, le constat il est loin d'être nouveau, mais effectivement ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a un rajeunissement de cette délinquance. Dans le cas notamment de Limoges, on parle d'enfants soldats. Donc effectivement, il y a une impunité et ça pose effectivement la question également, même si on les arrête, de la justice des mineurs. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, récemment a évoqué la possibilité d'abaisser la majorité pénale. Je pense que c'est une solution qu'il faut envisager. Il y a également, outre le fait de déployer des CRS, c'est nécessaire bien sûr pour assurer la sécurité, mais il y a également des solutions, je pense, plus pérennes. Il y a quelques jours, par exemple, dans le Val d'Oise, une famille dans laquelle 2 dealers sévissaient a été expulsée de son logement social. Le préfet justifie ça comme une mesure qui donne l'exemple. Je pense que c'est également sur ce type de mesures plus pérennes qu'il faut se pencher. Et avec peut-être à chaque fois des mesures un peu plus concrètes. Il y a souvent un débat qui revient, qui est notamment la responsabilité du Conseil constitutionnel. On se souvient de la proposition de loi de Gabriel Attal sur la justice des mineurs. Peut-être en essayant d'agir un peu plus à la racine, Noémie Aliouin, comment vous observez ça? Est-ce que vraiment la France perd le contrôle de ces territoires, ou ce sont peut-être des faits, et c'est plus dramatique, qu'on remarque chaque été, parce qu'en réalité, il fait chaud, donc les jeunes s'amusent un peu, voilà, donc faut peut-être caillasser quelques forces de l'ordre pour se détendre. Non, bien sûr, c'est beaucoup plus grave que ça. Ça fait longtemps, malheureusement, que ces problèmes prospèrent dans notre pays. C'est pas nouveau. Je me souviens du terme qui avait été utilisé en 2002 par Georges Bensoussan. Il parlait des territoires perdus de la République. Il y a des territoires perdus de la République en France depuis bien longtemps, c'est-à-dire que ce sont des territoires dans lesquels la loi de la République ne s'applique pas, des territoires dans lesquels la police a du mal à entrer, a du mal à faire régner l'ordre, et tout ça, ça dure depuis bien trop longtemps maintenant. La seule différence, et c'est peut-être là où on peut essayer d'être un petit peu optimiste, c'est qu'aujourd'hui, on sent bien qu'on a malgré tout un certain nombre de politiques qui ont décidé de prendre ces problèmes à bras-le-corps. Vous savez, j'ai grandi dans la ville de Sarcelles, dans le Val d'Oise. Sarcelles, dans le 95, j'ai publié un livre qui s'appelle Les uns contre les autres, d'ailleurs aux éditions du CERF il y a quelques années, dans laquelle je retraçais toute l'histoire de cette ville qui est au fond une ville symbole de beaucoup de villes en France, c'est-à-dire des villes qui ont été construites après la guerre, ce qu'on appelle des banlieues, en banlieue des grandes villes, avec ces fameux grands ensembles qui à l'époque incarnaient une sorte d'espoir, d'utopie pour beaucoup de gens qui ne pouvaient pas se loger et qui sont arrivés dans ces habitations-là en imaginant que ça allait pouvoir leur permettre d'accéder à une sorte de classe moyenne, et au fond ce sont devenus des territoires concentrés à l'extérieur des grandes villes ou en banlieue qui aujourd'hui concentrent les problèmes. Ce que j'essaie d'expliquer et ce qui me paraît aussi très important, c'est qu'en plus de la question de la sociologie, de la justice, de l'éducation, qui sont des questions fondamentales, il y a aussi l'idée de ghetto, qu'il faut casser. Souvenez-vous des propos de Manuel Valls qui avait dit justement qu'il fallait détruire ces villes-là pour les reconstruire différemment, pour leur donner de l'espoir, pour leur donner de l'élan, pour leur donner du souffle. À l'époque, il avait parlé d'apartheid
social, ethnique, ça avait fait scandale. Mais je pense que cette question-là aussi est souvent en fond dans les problèmes qui nous animent aujourd'hui. Nous sommes au cœur de la discussion. Béziers, Limoges, Compiègne, Charleville-Mézières, de plus en plus de villes en région. En fait, en réalité, c'est ça qui est déstabilisant aussi. Ça ne touche plus les grandes métropoles. C'est comme le narcotrafic. On assiste à des scènes de guérilla urbaine qui touchent même les plus petites villes, isolées, tranquilles, comme on disait à l'époque. Vous êtes peut-être témoin, vous, de ça, ou au contraire, vous avez réussi à vous en tirer. Béziers, Nîmes, dans ces coins-là. 0826 300 300. Appelez-nous pour témoigner. Vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et tous vos pronostics, je le rappelle, mon cher Jean-Paul, sont toujours à retrouver sur le site sudradio.fr. Et en plus, je rappelle et je constate que vous êtes décidément très, très, très connecté à l'actualité musicale pour faire vous êtes un peu notre Martin Solveig des courses, mon cher Jean-Paul. Merci encore. On continue ce débat. Vous étiez du côté de Compiègne, et figurez-vous que ça chauffe aussi du côté de Compiègne, puisque une trentaine d'individus ont attaqué le commissariat il y a 2-3 jours à coups de mortier, plus d'une trentaine de tirs. Et c'est vrai que c'est les maires aussi qui sont quand même en première ligne de tout ça. Je vous voyais réagir, Jacques Millard, quand on faisait le tour de table tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vouliez dire? C'est-à-dire que sur le compte... Simplement dire que si l'État n'arrive pas à rétablir l'ordre, eh bien ce sont les Français qui vont s'armer. Et ça, ce sera très grave. C'est la raison pour laquelle je lance un appel au ministre de l'Intérieur. Soyez ferme. Il faut attraper ces oiseaux, les mettre dans des unités disciplinaires, loin de leur base. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, ça va empirer et ça va tourner à une épreuve très très forte avec les Français qui en ont ras-le-bol. Mais Jacques, en réalité, quand vous parlez des Français qui risquent de s'armer, ça existe déjà. De plus en plus, on voit des associations d'habitants pour certains quartiers organiser des rondes, faire le tour de certains quartiers, s'armer. Paul Azibert, vous le disiez, vous qui avez l'habitude quand même de fréquenter les forces de l'ordre dans vos métiers, ils constatent aussi ce phénomène. Oui, alors effectivement, je travaille beaucoup avec les forces de l'ordre. Le fait que les Français s'arment, en revanche, je suis pas tout à fait d'accord, et surtout sur les rondes. Enfin, les vigilantes à la française, c'est pas du tout la même chose que aux États-Unis ou qu'ailleurs. Il y a une incapacité en fait à agir, et ils prennent plus de risques qu'autre chose. Enfin, moi, j'irais pas du tout encourager ce genre de choses, malheureusement. Il ne s'agit pas de l'encourager, il s'agit de l'éviter. Exactement. C'est pour ça. Noémie Aliwa. Souvenez-vous, après les dernières émeutes, c'était après la mort de Naël, souvenez-vous, il y avait eu plusieurs jours d'émeutes, et on avait dit que c'était les dealers qui avaient réussi à éteindre l'incendie, à éteindre les débordements urbains. Et donc on se dit qu'il y a, on parlait tout à l'heure de la façon dont l'État avait peut-être déserté certains territoires, ou certains territoires avaient fait en sorte que l'État se retire. Eh bien, ce sont dans certains endroits les trafiquants, les imams, ce sont d'autres autorités qui font la loi. Bien et sûr, en l'occurrence, les associations qui servent de vitrine, etc. Bien sûr, et c'est très compliqué de s'adapter à ce contexte, puisque par exemple, là, dans certaines communes, on voit que des couvre-feux sont mis en place. Donc, c'est le cas du côté de Nîmes. Oui, tout à fait. On ne va pas contester ces couvre-feux, mais finalement, ça revient à faire ce que les dealers qui contrôlent le quartier demandent, c'est-à-dire il n'y a personne dans les rues. En fait, on leur rend presque service. On leur rend pas service, mais malheureusement, indirectement, voilà, ça fait leur jeu, et je pense pas que ce soit comme ça que le problème va être résolu, c'est sûr. Vous parliez de Nîmes et de ce couvre-feu, c'est le cas de ce côté-là. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Vous nous appelez 0826 300 300. Vous connaissez bien ce quartier justement dont il est question, qui a été clairement victime de zones, d'images de guérilla urbaine, de faits de guérilla urbaine. Vous connaissez bien ce quartier, vous avez vu les choses évoluer de façon aussi dramatique, ou c'est vraiment quelque chose de nouveau d'une certaine manière? Non, il y a toujours eu du trafic, mais ça n'a jamais été aussi violent que c'est violent maintenant. C'est quand même dramatique pour notre jeunesse. On est en train de devenir un pays sans foi ni loi. Alors est-ce qu'il faut attendre que ce soit le kidam qui vit dans ce quartier, qui à un moment perd la tête et commence à faire des choses qui sont très répréhensibles? Je ne sais pas trop comment le gouvernement fait pour pouvoir accepter ça. On dirait qu'il y a une paix sociale qui est voulue. On prend tous ces gens qui habitent dans les quartiers pour des gens pauvres, pour des idiots, et on se dit démerdez-vous. C'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est quoi? C'est un sentiment d'abandon que vous décrivez? C'est-à-dire que quand vous essayez peut-être de relayer aux forces de l'ordre, aux autorités supérieures, il n'y a pas la réponse suffisante, c'est ça Didier?
Non, les forces de l'ordre, je pense qu'elles font leur travail. Après, derrière, il y a la justice qui est on ne peut plus laxiste. Hein. On a vu ce qui s'était passé pour le 14 juillet. On a vu les peines qui ont été prononcées. C'est se foutre de la gueule du monde. Vous, c'est ce que vous voyez aussi à Nîmes, c'est-à-dire que peut-être que les jeunes que vous voyez le lundi soir monter dans un camion de police, vous les recroisez peut-être le mercredi, le jeudi, dans la même rue, en train de commettre les mêmes sévices. Mais c'est des mineurs. Vous voulez faire quoi? Beaucoup de mineurs. Beaucoup de mineurs. Et puis de toute façon, le couvre-feu, il est fait pour des gens de moins de 15 ans. Oui. Vous croyez que les autres, ils vont rester enfermés chez eux? Donc c'est quoi? C'est les parents à ce moment-là qui sont défaillants? Les parents peut-être sont défaillants. À savoir que maintenant, la violence qui est faite par ces jeunes envers les policiers, elle est faite certainement aussi envers leurs parents. Mais Didier, vous habitez à Nîmes depuis combien de temps? Ça fait plus de 25 ans. Et en plus de 25 ans, comment vous agissez, comment vous réagissez aujourd'hui? Parce que votre ville est à peu près partout. Si on enlève, à mon avis, la géolocalisation qu'on ne voit pas bien, on peut penser que c'est des scènes qui se passent au Brésil ou au Mexique. Comment vous réagissez? Quels sont les témoignages que vous avez autour de vous? Vous réfléchissez à partir peut-être de la ville? Non, absolument pas, non. Non, celui qui se drogue pas, celui qui va pas dans. Enfin, moi, je vais dans les quartiers. J'ai jamais été agressé ou menacé ou quoi que ce soit. Donc c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire quoi en réalité que c'est devenu, malgré les scènes de violence qu'on observe, c'est devenu quoi, un coin totalement maîtrisé par les dealers? À partir du moment où vous posez pas de problème, vous pouvez y déambuler tranquillement? C'est évident. Ah mais attendez, pardon Didier, c'est évident peut-être pour vous, mais pas pour nous. Vous êtes en train de raconter des frontières invisibles entre les différents quartiers où l'ordre règne uniquement parce qu'ils sont maîtrisés par les dealers. C'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont les armes. On ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Merci beaucoup Didier d'avoir témoigné sur Sud Radio. 0826 300 300 avec quand même ces propos absolument édifiants de dire c'est eux qui foutent un bordel général, pardonnez-moi l'expression, mais c'est réellement eux en fait qui régissent l'ordre. On change de mentalité quand même, Noémie Alioua. Oui, c'est-à-dire que ça y est, on est passé dans une autre dimension. On est passé dans une autre dimension et quand même le témoignage de Didier était extrêmement intéressant parce qu'il a quand même insisté sur l'âge des délinquants, sur le fait qu'ils étaient pour la plupart des mineurs. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à faire sur la justice des mineurs. Ça veut bien dire qu'il faut une réponse pénale qui soit adaptée à des jeunes qui ne sont plus complètement jeunes parce que les temps changent et la loi doit changer. La loi doit s'adapter aussi à une société où les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes d'hier, ce ne sont pas les jeunes d'il y a 50 ans. Et le problème, c'est que aujourd'hui, ces jeunes qui se comportent comme des adultes doivent être jugés comme des adultes, doivent être responsabilisés. C'est très important parce que Didier, il a insisté là-dessus. Et juste rapidement, une deuxième chose, parce qu'on a entendu plusieurs témoignages de gens qui habitent dans des quartiers populaires et qui nous témoignent de leur souffrance. C'est très important d'entendre ça parce que, vous savez, personnellement, j'en veux beaucoup à une partie de la gauche qui a toujours considéré que la sécurité, au fond, c'était un truc d'extrême droite. Qu'au fond, ce qui se dément à peu près toutes les enquêtes d'opinion. Bien sûr. Vous avez le fameux débat sur est-ce qu'il faut armer ou non les policiers municipaux. Et là, c'est très clair. Vous avez toujours les écolos et l'extrême gauche et une partie de la gauche qui considère au fond que il ne faut pas non plus trop armer les policiers, il ne faut pas trop protéger leur population finalement. Et ça, c'est un drame. Pourquoi? Parce que ce sont d'abord les catégories populaires qui souffrent de tout ça. Et c'est elles, les premières, qui doivent être protégées. Donc si on se soucie du plus faible, on doit se soucier de ces populations qui se retrouvent démunies face à cette délinquance débridée au quotidien et qui doivent la supporter. Lucas Palanavian sur ça justement. Je suis tout à fait d'accord avec Noémie. Et sur la nécessité peut-être de modifier aussi à un moment la justice. Didier nous le disait, le problème c'est que le mec est à un moment dans le camion de flic ou le lundi soir et encore dans la rue le jeudi. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la question de la justice des mineurs et de potentiellement l'abaissement de la majorité pénale. Et pour abonder dans le sens de Noémie, c'est vrai que on le dit depuis tout à l'heure, le constat est posé par les professionnels du secteur, par de plus en plus de responsables politiques, par les Français à longueur d'enquête d'opinion. Pour autant, il y a une partie de la classe politique qui continue de tenir le même discours qu'on entend depuis des dizaines d'années. Et on l'a encore vu avec Mathilde Panot il n'y a pas plus tard qu'une semaine. L'idée, c'est d'aller sans caméra de surveillance, désarmer la police municipale. C'est très intéressant ce sujet parce que, par exemple, moi, je suis allé dans le cadre de mon travail à Fâche-Tuménil, qui est une commune, une des rares communes en France aujourd'hui aux mains de la France Insoumise. Et en fait, on se rend bien compte que sur le terrain, le maire LFI ne fait pas ce que prônent les cadres de la France Insoumise au national. C'est-à-dire en fait, les politiques se font élire avec l'étiquette France Insoumise, peut-être sur fond de Gaza, conflit au Proche-Orient, mais au bout d'un moment, quand ils sont dans le siège de la mairie, ils sont plus pragmatiques.
politique. Oui, tout à fait, parce que tout simplement, il y a des réalités de terrain, il y a des demandes de la population. En l'occurrence, ce maire LFI ne désarme pas complètement sa police municipale, dans le sens où elle a des armes non létales, mais elle a tout. Voilà, ils ont par exemple des gazeuses. Donc, sur la vidéosurveillance également, ils l'augmentent. Ils font même des partenariats avec les communes voisines. Donc, on voit bien que finalement, les grandes théories nationales ne collent pas toujours aux réalités concrètes du terrain. Jacques Millard, sur ça, mot de la fin peut-être un peu sur ce sujet. Vous savez, c'est une politique. Vous savez, il faut se méfier, je dirais, des politiques à coup. Il faut pratiquer une politique de long terme, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut sortir ces gamins de là où ils sont, les mettre dans une unité disciplinaire. C'est pas un problème de justice pénale, c'est un problème de rééducation. Et la rééducation, il faut qu'elle se fasse. Est-ce que vous pensez, pardonnez-moi Jacques, est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment peut-être de personnel formé pour s'occuper des jeunes qui dès 12-13 ans sont dans un environnement d'une telle violence? C'est là où il faut faire un effort, mais parce que ce sont des mineurs, effectivement, vous ne traitez pas des mineurs comme vous traitez des adultes, mais vous les remettez dans le droit chemin, un peu avec discipline et ordre. Discipline. Est-ce que on va dire que c'est le nouveau slogan de votre parti, Jacques Millard? J'ai l'impression, discipline et ordre. Parce que vous savez, l'ordre, c'est l'ordonnancement naturel des choses. Et c'est pas, je dirais, de réinventer le fil à couper le beurre. C'est qu'il y a un moment, il faut savoir prendre des mesures et les appliquer. Et les appliquer, Paul Azibert. Oui, non, mais absolument sur les mesures. Et moi, je peux terminer surtout sur le modus operandi en fait qui change. Et on parle des violences qu'il y a dans ces lieux. En fait, ce sont des violences qui sont aussi opportunistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi là tout ce qui est influence, manipulation de l'information, manipulation en tout cas des réseaux. Je pense qu'il y a un certain nombre de déstabilisations qui peuvent avoir lieu aussi, qui sont voulues dans les quartiers justement pour laisser le deal se faire. D'autre part, on parle du trafic de stupes. Si on parle de la mexicanisation, en fait, on va de plus en plus, et c'est là qu'il va falloir trouver une réponse judiciaire adaptée. On va de plus en plus vers une mexicanisation, c'est-à-dire des réseaux qui sont plus tenus à l'intérieur des cités, mais en dehors, qui sont gérés par les réseaux sociaux et qui vont aller vers des crimes et des délits vachement plus simples que on n'est plus sur du braquage de fourgons, on n'est plus sur du braquage de banques compliquées, on est sur de l'enlèvement, sur du homejacking, sur des choses comme ça. Et c'est de plus en plus là-dessus qu'on va avoir à agir demain. Un changement total du paradigme. Un changement total de paradigme, absolument. Béziers, Limoges, Nîmes, la France perd-elle le contrôle de ces territoires? Oui, à plus de 95% sur les réseaux sociaux et l'application Sud Radio. Dans un instant, mon cher Paul, vous parliez de manipulation de l'information. Est-ce que c'est ce qui se passe sur un thème aussi sensible et explosif que la loi du plomb? La France soutient-elle encore ses agriculteurs quand on voit la horde de soulèvements et beaucoup de responsables politiques qui appellent à ce qu'on revienne sur cette loi parce que ce serait des machines à cancer? Et au passage, Sandrine Rousseau qui confirme, elle n'en a rien à péter du revenu des agriculteurs. C'est avant tout une question de santé publique. 0826 300 300. Vous êtes agriculteur ou au contraire vous défendez cette loi, ou peut-être que non, vous êtes restaurateur et vous jugez que cette loi réintroduit des produits dangereux. C'est une chaîne qu'il faut sauver. 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Autre sujet qui va nous occuper, j'ai besoin de vos appels, 0826 300 300, et vous voulez alimenter, participer à la conversation. Il y a les réseaux sociaux et l'application Sud Radio, évidemment pour cela, toujours en compagnie de Noémie Alioua, journaliste, essayiste, auteur de La Terreur jusqu'au sous nos draps, c'est aux éditions Plomb. Paul Azibert, directeur général de Vortigen, Lucas Planavet, un journaliste au JDD, le journal du dimanche, et à distance Jacques Millard, maître de Maison Lafitte et auteur de Bye Bye Démocratie, pour ce débat qui, très franchement, agite la France depuis 2 jours alors qu'elle a été votée avec peut-être en effet quelques soubresauts. C'est la loi du plomb. Loi du plomb qui est critiquée notamment parce qu'elle réintroduit à titre dérogatoire, faut-il encore le préciser, et sous condition, un pesticide, les néonicotinoïdes, notamment pour tuer parfois les quelques abeilles, l'encitamipride, j'ai réussi à le dire la première fois à la radio, c'est exceptionnel, et grâce à une pétition, le bravo un peu méprisant, il était génial, bravo, c'est bien. Est-ce qu'on veut une gommette verte? Non,
Noémie, il n'a pas besoin d'une gommette verte. Mais c'est vrai que c'est quand même un débat qui agite, notamment parce que c'est aussi la première fois qu'une pétition mise en ligne atteint le million de signatures, qui oblige donc les députés notamment à rediscuter de cette loi autour de la table. Comment vous regardez ça? Parce que on peut le voir de différentes manières. Est-ce que, et c'est la question qu'on vous pose, est-ce que la France est encore capable de soutenir comme il se doit ses agriculteurs? Parce qu'on a l'impression que, rappelez-vous, le débat sur le glyphosate, c'était déjà électrique. Rappelez-vous des débats sur les agriculteurs. À chaque fois, c'est extrêmement, comment je pourrais dire ça, virulent, Lucas Panavia. Comment vous observez ça? Alors, plusieurs choses. Déjà sur la pétition en elle-même. Alors évidemment, autant de signatures sur une pétition, ce n'est pas rien, donc ça ne signifie pas rien. Maintenant, pour ma part, je pense qu'il faut tout de même relativiser. Ce n'est pas comme si 1 million de personnes étaient descendues dans la rue pour militer contre la loi du plomb. On sait parce que notamment là, c'est la gauche qui conteste cette loi, donc on sait qu'ils ont une capacité de mobilisation, une capacité de mobilisation en ligne. On est un peu aujourd'hui on en parlera aussi tout à l'heure, mais dans la société de la pétition, c'est chacun y va de sa petite pétition, de son petit collectif. Là, c'est beau, c'est pas un petit collectif, hein, bien sûr, c'est plus d'1 million de personnes. Maintenant, au mieux, il y aura un débat qu'il n'y a pas eu d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a déjà dit que de toute façon c'était symbolique et qu'il n'est pas question de revenir sur cette loi. Donc on sait que les écologistes essayent de faire pression, notamment sur l'exécutif, sur Emmanuel Macron, pour qu'il ne promulgue pas cette loi. Je pense qu'on en est loin. Et puis on disait qu'effectivement c'est assez inédit qu'une pétition récolte autant de signatures. En revanche, il y a déjà eu des pétitions et des mouvements spontanés qui se forment. Je pense notamment à la réforme des retraites. Et si je dis pas de bêtises, la réforme des retraites est toujours en vigueur et on n'est pas revenu dessus. Donc, oui, bien sûr. Et ça avait été en plus en 49-3, donc peut-être un peu plus contestable. Alors que là, en réalité, quand on regarde le détail des chiffres, c'est quand même 70% des sénateurs qui l'ont voté, Paul Azibert, et 60% des députés. Donc soit on le voit comme en réalité un nid encore très actif de gens qui permettent peut-être de remobiliser une démocratie qu'on qualifie souvent de dormante en France, ou au contraire, on se dit qu'il y a une volonté de déstabiliser des lois qui sont en réalité votées parfaitement démocratiquement. Non, mais moi je trouve ça très bien qu'il y ait eu une pétition justement sur la loi du plomb et qu'on puisse avoir des pétitions qui aujourd'hui dépassent le million de personnes. C'est très bien à deux égards. C'est très bien d'abord que effectivement, bon, on a une représentation nationale, mais que des pétitions puissent être examinées. D'autre part, c'est très bien aussi parce que ça peut permettre d'aller décortiquer cette pétition, d'aller décortiquer qui l'a signée, de voir le nombre de réelles signatures, de voir aussi les influences qu'il y a pu y avoir pour que cette pétition soit signée, et toutes les campagnes d'information, de lutte informationnelle pour que cette pétition sorte. Et ça permet de donner des indications sur les mouvements qui sont en place aujourd'hui pour aller influencer la loi en dehors des entreprises en fait, de lobbying désignées. Ce que vous nous décrivez, c'est-à-dire que ce genre de mobilisation permet de voir parfois les ONG qui se mobilisent, de déceler les arguments. C'est presque un outil parfait. Mais c'est un outil parfait pour voir effectivement où on en est de la lutte informationnelle et non pas des offensives d'influence, mais en tout cas de qui sont les acteurs de l'influence aujourd'hui. On a beaucoup désigné les lobbyistes, on a beaucoup désigné même dans des films, à raison, mais en même temps c'est leur métier. En revanche, il se passe la même chose de l'autre côté. Tous les acteurs qui vont aller saisir les parlementaires, c'est-à-dire il n'y a pas c'est comme le bon et le mauvais chasseur, quoi. Il n'y a pas celui qui va faire 40 000 mails à des députés et qui va être le bon lobbyiste parce que c'est une ONG, et celui qui va faire 40 000 mails à des députés qui est le mauvais lobbyiste parce qu'il est méchant, parce qu'il défend des intérêts industriels. Elle est très intéressante, mais elle est intéressante aussi parce qu'elle donne aux Français la possibilité de s'exprimer, et c'est très bien. Bonjour Jean-François. Bonjour à vous et à toute votre équipe de Sud Radio. Merci beaucoup de nous appeler au 0826 300 300. Vous êtes concerné, vous êtes directement concerné, mon cher Jean-François, parce que vous êtes agriculteur céréalier, c'est ça? Voilà, moi je suis céréalier en Haute-Garonne. Oui. Voilà, sur une superficie de 150 hectares. Oui. Voilà, et voilà, moi je suis quand je vois ce qui se passe, mais je me dis c'est du grand n'importe quoi. Mais parce que Jean-François, parlons franchement, cette loi du plomb qui a été votée, pour vous, elle va réussir à être utile, ça va peut-être améliorer votre quotidien, c'est ça? Vous vous réjouissez? Je vais vous dire, c'est pas compliqué, c'est du bon sens paysan. Allez-y pour le bon sens paysan, mon cher Jean-François, on vous écoute. Voilà, c'est du bon sens paysan, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Parce que ce que nous, on ne fera pas en France, on ne le produira pas, on va perdre notre agriculture,
comme on a perdu l'industrie, comme on a perdu la sidérurgie, comme on perd tout au fur et à mesure, comme tous ces petits commerçants qui ferment tous les jours. Le dernier rempart, c'est l'agriculture. Ça continue avec des gens qui ne produisent rien, qui ont des idées sur tout, et qui n'ont jamais rien fait de leur vie, et surtout qui ne connaissent pas l'agriculture, qui viennent s'en mêler. Je vais expliquer quelque chose de très simple. Les néonicotinoïdes, pour qu'ils soient nuisibles à l'homme, il faudrait multiplier la dose par 130 ou 140. Mais quel agriculteur va aller multiplier la dose par 130 ou 140 au prix que ça coûte? Déjà pour commencer. Puis deuxièmement, ce qui ne rentre pas, si demain on ne le fait plus, ça va rentrer d'ailleurs aujourd'hui des néonicotinoïdes, monsieur. Vous en mangez, vous en avez de tout ce qui rentre des autres pays européens. Oui, mais en fait c'est peut-être sur ça qu'il faut insister, Jean-François, pour arrêter d'affoler les esprits, c'est que tous les autres pays européens l'utilisent. La France, une fois de plus, dans ce domaine-là, était l'exception, c'est ça? Mais bien sûr. Donc ça veut dire que c'est le même problème que les OGM. Oui, en bien sûr. France, tout le monde a dit, Monsieur Beauvais, le grand agriculteur qui n'a jamais vu un tracteur de sa vie, qui nous a expliqué qu'il fallait arrêter les OGM, d'accord, et ça rentre en Espagne. Quand vous mangez certains gâteaux, je ne citerai pas la marque, je ne peux pas avoir d'ennui, mais avec de la farine de maïs, même la farine de blé, avec des OGM en Espagne, ça rentre en France, et vous le mangez pareil. Ça se transforme, vous ne le voyez pas. Donc en fait, on vient se tirer totalement une balle dans le pied, Jean-François. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne consomme pas directement de la France, les autres pays européens le font directement. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300 et merci beaucoup d'être l'agriculteur céréalier que vous êtes, métier indispensable en France, et d'écouter aussi Sud Radio. Jacques Millard, je vous voyais acquiescer franchement à l'écoute de l'auditeur Jean-François. Oui, mais je veux dire, il a parlé, je dirais, de bon sens. Il y a deux aspects. Il y a d'abord, premièrement, le million d'internautes. Il ne faut pas parler de personnes, ce sont des internautes. C'est-à-dire, on a changé de monde et on peut communiquer aujourd'hui par le digital, par l'électronique, et ça s'amplifie, surtout qu'il y a eu une réponse médiatique très forte. On en a parlé sur tous les médias. Deuxièmement, effectivement, est-ce que la France est dans l'erreur alors que tous nos petits partenaires au niveau européen acceptent que, effectivement, ça ne soit pas banni, que les néonicotinoïdes ne soient pas bannis. J'ajoute d'ailleurs que j'ai dans ma commune une société qui a mis au point des betteraves qui résistent justement à la maladie des betteraves. Donc, on voit très bien qu'on a des solutions. On voit très bien qu'on peut y arriver, mais aujourd'hui, pardon de le dire, j'ai le sentiment qu'on a un effet panurge. Tout le monde, voilà. Et ça, c'est dangereux. Mais il faut reconnaître qu'il y a une mobilisation des internautes, et c'est à nous à argumenter. Merci beaucoup Jacques Millard, et je remercie encore l'auditeur Jean-François. Vous êtes nombreux à nous appeler 0826 300 300. Dans quelques instants, on partira du côté du Roussillon avec Dominique, qui revient aussi sur ce problème peut-être d'interdire en France des choses qui sont largement documentées, qui sont largement, on va dire, en place, installées dans les autres pays européens et qui minent notre agriculture. 0826 300 300, réseaux sociaux, application de Sud Radio pour poursuivre ce débat et venir d'une certaine manière en studio parler vrai. C'est le slogan, vous le savez. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Toujours en compagnie de Paul Azibert, directeur général de Vortigen, de Lucas Planaverne, journaliste au JDD, le journal du dimanche, Jacques Maillard, maire de Maison Lafitte et auteur de Bye Bye Démocratie aux éditions Lafon Presse, et Noémie Alioua, journaliste, essayiste et auteur de La Terreur jusque sous nos draps, c'est aux éditions Plomb. Et on était en train d'avoir une conversation sur tout ce que vous entendiez depuis tout à l'heure, Noémie, en disant mais il y a quand même aussi quelque chose qui est peut-être gênant dans le fond avec cette pétition, c'est que si ça ravive peut-être une démocratie qu'on dit à tort souvent trop essoufflée en France, c'est gênant parce que ça vient remettre d'une certaine manière en cause la science. Oui, c'est-à-dire que, à mon sens, la démocratie fonctionne évidemment pour les régimes politiques, mais ça ne fonctionne pas pour arbitrer la science et les études scientifiques. On peut pas considérer que c'est parce que
un certain pourcentage de la population sera pour ou contre tel médicament. Dans ce cas-là, s'il y a une majorité, alors il faudra l'autoriser ou l'interdire. Vous savez, je pense tout simplement qu'il faut savoir admettre ses limites, faire preuve d'un peu de modestie, notamment sur des sujets aussi importants que ceux qui touchent la science. Et là, en l'occurrence, vous l'avez rappelé brièvement, mais c'était l'Agence européenne de la sécurité des aliments qui a conclu qu'il n'y avait pas de risque de cancer. Donc, il faut écouter les spécialistes, il faut écouter sur le coup les experts. Vous savez, je me souviens au moment du Covid, beaucoup considéraient qu'ils avaient déjà la science infuse, qu'ils étaient capables de considérer que tel médicament pourrait résoudre tous les problèmes. Il y avait eu, souvenez-vous, le professeur Raoult qui était arrivé et qui avait parlé de l'hydroxychloroquine. Et ensuite, il y avait eu tout un comité scientifique qui avait considéré que ce n'était pas la bonne solution. Mais justement, c'est aussi à ça qu'on voit que le débat ne se limite pas à dire c'est la science, c'est la science. Je pense qu'effectivement, là, cette pétition peut permettre de lancer le débat pour expliquer ce que la science dit et pour expliquer plus concrètement cette loi, parce qu'on a bien vu effectivement sur le Covid notamment que sur d'autres sujets, il ne suffit pas de brandir la science pour que voilà, les gens comprennent ce qu'on essaye de leur dire. Oui, justement, bien sûr, il faut qu'il y ait du débat. Non, mais je suis d'accord, il faut qu'il y ait du débat. Par contre, c'est pas ça qui va changer la loi. C'est pas ça qui va, au bout du bout, réussir à avoir le dernier mot. Ce n'est pas la démocratie de déterminer comment la science doit agir dans qu'est-ce qui est cancérigène et qu'est-ce qui ne l'est pas. Encore une fois, il faut s'en remettre à des experts. Je vous propose d'écouter Cette pétition traduit l'anxiété des Français. Il faut le savoir. C'est un problème d'anxiété, c'est un problème de peur, de méfiance, de crainte de l'apocalypse. Bon, crainte de l'apocalypse. Espérons que ça n'arrive pas tout de suite, Jacques. Pas tout de suite. Après l'été, on va partir en vacances. On parle de science. La semaine dernière, juste après le vote de cette loi, précisément, je recevais Laurent Duplon, qui est le sénateur LR, qui est à l'origine de cette loi et qui porte ce texte. Lui-même est agriculteur et sur tout ce système de pétition, fonctionnement, débat, anti-science, je vous propose de l'écouter. Voici ce qu'il disait. C'était la semaine dernière sur cette même antenne. La gauche et l'écologie n'ont de cesse à vouloir être sur un triptyque qui est assez simple. On commence par la peur, la désinformation et la peur. Une fois qu'on a bien fait peur, on culpabilise les Français. Et une fois qu'on les a culpabilisés, on leur interdit. Ce que je dis souvent, la gauche des interdits n'a aujourd'hui de limite pour rien. Paul Azibert, directeur général de Workigen, c'est ce que vous décriviez un peu tout à l'heure. C'est la logique comme ça d'approche, d'influence qui parfois mène une certaine partie, pas de chance c'est un peu à gauche, mais peut-être d'ONG ou autre, qui essaye de distiller certains éléments de langage, on va dire, on l'avait vu dans d'autres cas, dans le débat public. J'irai pas du coup sur un plan politique, mais en revanche c'est très intéressant d'écouter ce que disait chez le maire, ce que disait Noémie et ce que dit effectivement le sénateur Duplon. Là-dessus, c'est ce qui en ressort, c'est effectivement qu'il y a une anxiété des Français. C'est pour ça qu'il y a cette pétition et que c'est intéressant du coup d'avoir une pétition. En revanche, la pétition ne doit pas remplacer la vérité scientifique. On doit écouter la voix des Français. Mais pourquoi il y a cette voix? Pourquoi il y a cette anxiété? C'est parce qu'en réalité, il y a une manipulation par l'émotion, il y a une manipulation par l'anxiété. Quand on parle en fait d'éco-anxiété, on parle d'utilisation de la peur pour arriver à des fins. Et elle est là plutôt la manipulation de l'information et elle est là la lutte informationnelle. Et c'est ça qu'on voit. Donc il y a un camp, ou en tout cas des attaques informationnelles qui sont faites de façon à utiliser l'émotion contre l'information. L'information, c'est la science. Il faut peut-être réussir à redonner de l'émotion à la science. Pétition loi Duplon, la France soutient-elle encore ses agriculteurs? Vous nous dites non à plus de 81%. Paysan 47 qui nous dit jouer sur la peur pour empêcher les agriculteurs français d'avoir les mêmes moyens que les autres agriculteurs de l'UE. C'est ça qui va renforcer les importations massives de produits bas de gamme venus de partout. Et après, on s'étonne notamment qu'on arrive à faire glisser le Mercosur. Et je crois que c'est ce que vous voulez nous dire aussi, Dominique. Bonjour. Oui, bonjour les auditeurs et bonjour à tous les intervenants. 0826 300 300. Vous aussi, vous voulez peut-être appuyer sur le cas de risque venu des autres pays européens et le risque d'importation massive, c'est ça ? Écoutez, oui, effectivement, le risque d'importation massive remet au neutre toutes les actions que l'on pourrait entreprendre chez nous, puisque si on fait rentrer des produits qui sont traités avec ce genre d'intrants en masse à la place des produits, les produits qui sont produits chez nous, on affaiblit non seulement nos agriculteurs, mais on affaiblit aussi le PIB de notre pays. C'est complètement absurde. Et moi, je crois que pour faire le lien avec le sujet précédent, où on perd le contrôle sécuritaire de nos villes, c'est surtout qu'on
perdu le contrôle de l'Élysée, on a perdu le contrôle de Matignon depuis 15 ans. Ces gens-là travaillent contre la nation, contre le bien du pays. J'en veux pour preuve, regardez par exemple, moi je suis dans le Roussillon, on demande aujourd'hui aux producteurs lavandicoles, ceux qui produisent donc de la lavande, d'arrêter leur comment on appelle ça, leur champ, parce que un très très grand organisme très connu dont on a beaucoup parlé pendant la période Covid a mis au point un substrat qui remplace la lavande. Donc on a fait passer aujourd'hui au niveau de l'Europe une norme qui fait que la lavande est devenue un puits toxique. Et en fait, c'est un problème de lobby. Donc vous avez deux lobbies qui s'affrontent, le lobby de l'écologie et le lobby des 60 000 lobbyistes qui sont à Bruxelles et qui aujourd'hui interviennent de manière extrêmement agressive. Les uns pour les intrants, les autres pour ou plutôt contre les intrants. Et en fait, plus personne ne s'y retrouve. Et moi, la seule chose que je puisse faire aujourd'hui, c'est soutenir mes agriculteurs, parce que un pays sans agriculture, c'est un pays qui est mort, qui n'a plus de nature, qui n'a plus d'avenir et qui n'a plus d'autonomie. Et aujourd'hui, j'en ai assez de voir tous nos députés, tous nos sénateurs, tous nos ministres faire fi finalement de la grandeur de notre pays, de ce qui fait sa force. Et je rappellerai simplement une chose, c'est qu'Helmut Kohl et François Mitterrand s'étaient mis d'accord pour que la France soit le grenier de l'Europe. Aujourd'hui, on est dernier de l'Europe. Voilà ce qu'on est devenu. Et maintenant, c'est la responsabilité de nos politiques. C'est vers eux qu'il faut se tourner. Je pense que les députés doivent être pris par le callback et bien sévèrement secoués, que vous soyez pour ou que vous soyez contre. Mais maintenant, il va falloir qu'on éclaircisse les choses. Merci beaucoup, mon cher Dominique, de nous avoir appelé et puis surtout d'avoir fait preuve de votre parler vrai ici sur Sud Radio. Mais c'est peut-être vrai aussi, malheureusement, la sensation qu'ont beaucoup d'agriculteurs, d'hommes sur le terrain en général, d'avoir une déconnexion de ceux, Élysée, Matignon, mais en réalité de ceux qui nous dirigent pour les héberges. Vous voyez acquiescer à ce que disait le camarade Dominique. Non, mais très brièvement, parce que ça me rappelait, alors sans faire de politique, mais ça me rappelait une citation de Lénine qui disait donnait une définition du gauchisme en son temps, qui disait que le gauchisme était un mouvement qui, par son radicalisme, se coupe des masses et se montre incapable de s'implanter dans la classe ouvrière. Et c'est peut-être ça. La déconnexion totale. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300 et d'avoir parlé vrai, notamment concernant les agriculteurs et la nécessité pour eux quand même à un moment d'imposer ce projet. On parlait quand même de la place de l'État et de ceux qui nous dirigent. Peut-être que ça va être le cas pour notre prochain sujet. Vous avez forcément vu ces images qui ont énormément tourné avec ce PDG d'Astronemer, qui est une entreprise américaine qui a eu le malheur de faire quoi? D'aller à un concert de Coldplay en réalité et de s'afficher non pas avec sa femme mais avec sa maîtresse. Et donc dans ces traditionnels concerts où on s'amuse à trouver des personnes amusantes dans le public et à zoomer sur eux sur les grands écrans que vous pouvez apercevoir dans les salles de concert ou dans les stades, et ils ont été pris en flagrant délit d'amourette en lieu public. En réalité, si c'était que ça, l'image serait drôle. En effet, on les voit un peu paniquer à l'antenne, mais c'est que en rentrant aux États-Unis, son conseil d'administration a décidé qu'il fallait tout doucement s'écarter. 0826 300 300 pour ce débat. Est-ce que vous pensez que la France va devoir tout doucement licencier aussi pour adultère? C'est très marrant. Il y a un article aujourd'hui en France qui explique parfaitement ce mécanisme en disant alors en France on est peut-être un peu plus protégé, mais bien des guillemets. En réalité, ce n'est pas si illégitime que ça, parce que si vous portez atteinte à l'image de l'entreprise, si vous donnez de mauvaises raisons et si vous n'incarnez pas votre rôle de PDG, et en interne et à l'extérieur, ça peut provoquer des décisions qui font que on vous demande de partir. Comment vous regardez ça, Noémie Elioua? Je vous vois exaspérée pratiquement déjà. Alors, déjà pour rebondir sur ce que vous disiez, il me semble quand même que la culture en France n'est pas du tout la même culture qu'aux États-Unis. Les Américains vivent dans un pays qui est quand même plus puritain, plus religieux, qui ont une culture de la transparence qui est plus développée que dans notre pays. La France est quand même le pays de la Révolution, le pays du libertinage, le pays du French kiss. Donc je pense malgré tout encore sur ces sujets, vous pensez? Oui, même si la France l'est de moins en moins, mais malgré tout, le fond, l'ADN de notre pays est très différent de l'ADN des États-Unis. Maintenant, c'est vrai, vous avez raison, il y a une révolution qui est en cours, une révolution puritaine. Je me permets, parce que vous l'avez cité, mais mon dernier livre s'appelle « La terreur jusque sous nos draps », paru chez Plomb, et il déplore justement cette idée-là, cette idée qu'au fond...
cette idée qu'au fond, on arrive à une sorte de puritanisme sous prétexte de bons sentiments, toujours de bonnes raisons. En l'occurrence, moi, j'attaque un peu le néo-féminisme, qui est aussi une façon de faire régresser le désir, l'amour. Moi, je défends beaucoup l'amour dans ce livre, surtout, mais avec tout ce que ça comporte comme zone grise. Et cette zone grise, c'est ce qu'on voit aussi dans cette affaire-là. Finalement, ce que vous voyez, jusqu'où les règles morales peuvent s'impliquer. Pour résumer, je trouve ça évidemment scandaleux, terrible, dangereux. Le fait de régenter la vie privée avec du politique, avec du travail, etc. On est complètement dans un système qui est extrêmement dangereux pour la vie privée. Jacques Millard, rassurez-moi, on n'a pas de vidéo de vous avec votre maîtresse au concert de Manu Chao, par exemple. Mais moi, je fais mieux que ça. Pourquoi voulez-vous avoir une maîtresse? C'est mieux d'en avoir plusieurs. Comme ça, avoir l'énergie, d'atteindre votre but. Mais c'est là où on voit que vous êtes un politique de la vieille école, Jacques, parce que c'est une capacité d'organisation. Je crois que c'est extrêmement dangereux que de faire introduire, je dirais, cette espèce de moralisme dans la vie privée. Je peux vous dire que si jamais c'était le cas en France, il y aurait plus aucun mariage qui tiendrait. Voilà. Donc il faut quand même arrêter. Nos amis américains excellent, je dirais, dans ce qui est une morale de faux cul. Voilà, c'est pas la peine d'insister. C'est-à-dire qu'il peut tout se passer en coulisses à partir du moment où officiellement ça roule. D'études et qui nous foutent la paix. Non mais Jacques, est-ce qu'on l'a pas quand même un peu atteint en politique? Est-ce qu'aujourd'hui on accepterait par exemple certains hommes politiques ou à la présidence suprême s'ils n'étaient pas mariés, s'il n'y avait pas la petite image idéale? On a quand même eu merci pour ce moment qui a été l'acmé de la tromperie, notre président de la République, souvenez-vous, comment l'oublier d'ailleurs avec son... Bien sûr, mais à mon sens, c'est pas tout à fait le même sujet pour le coup, parce que il y a, en ce qui concerne les élus, il y a la question de justement du fait qu'ils sont élus, de l'exemplarité. On peut en débattre, mais il y a aussi le fait que parfois ces élus, je parle pas en l'occurrence pour François Hollande, mais mettent en avant certaines valeurs, parfois des valeurs familiales, et en réalité peuvent se contredire eux-mêmes. Donc il y a un rapport à la tromperie. C'est quand même important qu'un élu soit honnête vis-à-vis de ses électeurs. Maintenant, là, on parle du... Non. Il y a un rapport avec le mensonge. C'est différent. Tout à fait. Non, mais, le mensonge, c'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas acceptable dans la vie politique. Tout à fait. Mais là, on est sur une entreprise privée. Comme ça, je dirais, on ne va pas se mêler de la vie privée de nos concitoyens. Sinon, on va dans le mur. Bien sûr, et là c'est un autre sujet parce qu'on est sur une entreprise privée, par ailleurs une entreprise valorisée à $1 milliard. Donc on parle pas d'une petite PME. Et voilà, moi je suis assez rassuré parce qu'honnêtement j'ai vu beaucoup de réactions. J'avais peur d'être le seul à être scandalisé par cette histoire et je suis vraiment rassuré parce que voilà, on parle de quelqu'un qui a cofondé cette entreprise et qui aujourd'hui à cause d'un moralisme de pacotille se voit contraint de quitter ses fonctions. Voilà, il s'agit pas pour ma part évidemment de défendre l'adultère ou quoi que ce soit, mais je pense que ce monsieur et d'ailleurs la DRH avec qui il était également vont sans doute le payer amoureusement, vont sans doute le payer même financièrement dans leur mariage, dans leur couple, et j'ai envie de vous dire ça ne nous regarde pas forcément. Maintenant de là à perdre son boulot pour ça me pose un vrai problème. Paul Azibert, directeur général de Vortigen, vous qui voyagez aussi beaucoup, qui allez à l'étranger, est-ce que vous voyez quand même arriver comme ça une vague de puritanisme, peut-être même dans les affaires? C'est vrai qu'on a vu pendant un temps une émergence de contrats, de renseignements sur la vie privée avant d'entrer dans des entreprises. Oui, il y a plusieurs choses. Alors bon, pour terminer sur le puritanisme, effectivement, mais sur le puritanisme aux États-Unis, c'est Tocqueville qui expliquait que la Nouvelle-Angleterre était fondée sur une base de religion et non de commerce. Donc de toute façon, c'est la base des États-Unis, donc c'est pas étonnant que ça vienne de là. En revanche, si on s'intéresse au fond du sujet, c'est-à-dire le licenciement de ce PDG et surtout l'affichage de ce PDG sur cette caméra, il y a plusieurs choses, et notamment des leçons à tirer de la part des chefs d'entreprise, et qu'il y ait ou non licenciement. Oui, de pas partir avec la carte de pro, avec sa maîtresse en concert. Il me semble qu'il a démissionné. Enfin, c'est en fait, il a été plus ou moins démis de ses fonctions de façon transitoire, de ce que j'ai compris. Et donc, il est parti de lui-même pour se faire humilier jusqu'au bout. C'est plus simple de démissionner quand ton conseil d'administration, effectivement, te retire. Ça, c'est beaucoup plus facile. Mais non, il y a en revanche des leçons à tirer en termes de prudence, en termes d'affichage, en termes également de lutte contre des potentiels compromates. Et puis, une fois de plus, il y a la loi du marché, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord. Moi,
à titre personnel, par exemple, je dirais non, il faut absolument pas qu'il démissionne, et c'est terrible, il ne faut pas que ça arrive. J'ai cru qu'il allait dire moi à titre personnel, comment je m'organise dans ma vie privée, je fais voilà. Absolument pas. Pas de petit manuel encore pour l'auditeur. Non, mais j'éteindrai le micro pour vous raconter ça. Mais en revanche, on est dans une économie de marché, donc on va dépendre, et en réalité les produits vont dépendre aussi, de ce que vont penser les consommateurs. Donc, comme quelque part aussi pour le politique, si le consommateur condamne massivement, et si l'opinion publique condamne massivement cette activité, c'est mieux pour l'entreprise. Donc il faut plutôt préparer les PDG et préparer les entreprises à ne pas se retrouver dans ce genre de situation, et à des hygiènes de comportement et de vie. Ils ne sont pas 3 aujourd'hui, ils sont 4, c'est pas les mousquetaires, ils sont 4. Noémie, Paul, Lucas, Jacques, c'est leur prénom. On se retrouve dans quelques instants pour conclure ces grands débats de l'été avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Dernière ligne droite de vos grands débats de l'été pour discuter toujours en compagnie de Noémie Alioua, journaliste, essayiste et auteur de La Terreur jusque sous nos draps. On a bien vu à quel point elle pouvait être épouvantable par moments avec notre débat précédent. Paul Azibert, directeur général de Vortigen, Lucas Planavergne, journaliste au JDD, journal du dimanche, et Jacques Maillard, maire de Maison Lafitte et auteur de Bye Bye Démocratie. C'est l'heure pour essayer de terminer quand même avec un certain relâchement, une certaine bonne ambiance de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Je commence par vous, Lucas Planavergne. C'est votre coup de gueule contre les riverains du 6e arrondissement à Paris qui ne veulent pas d'un magasin Carrefour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, alors c'est un coup de gueule, mais c'est aussi et surtout un appel. Alors vous avez sans doute entendu parler ces derniers jours de ce collectif d'habitants du très chic 6e arrondissement de Paris qui s'oppose à l'arrivée d'un Carrefour City dans leur quartier. Alors bien sûr, il y a de quoi se marrer, s'énerver même, devant ce spectacle de bourgeois du showbiz, de privilégiés qui souvent prônent pour les autres une diversité qu'ils ne supporteraient pas pour eux. Bien sûr, on serait par exemple tenté de rappeler à la députée socialiste Céline Hervieux qu'elle est engagée contre ce simple projet de supérette alors qu'elle vote en faveur des salles de shoot dans les quartiers des autres. Mais passé cette première action, pour une fois, je propose qu'on mette notre agacement de côté afin de nous rassembler tous autour d'un objectif commun, la quête universelle du beau. Ça c'est beau. Car outre leur refus de mixité sociale, les habitants du 6e justifient aussi leur protestation parce qu'ils veulent, je cite, préserver leur accès au beau à une certaine esthétique. Et au fond, peut-on leur donner tort sur ce point précis ? Qui n'a pas besoin de beau dans sa vie ? On a tous besoin d'immeubles qui ne tombent pas en ruine, de commerces locaux accueillants, d'espaces publics entretenus, de rues propres, sans détritus, sans délinquance. Le vrai problème, ce n'est pas que les stars du 6e arrondissement veulent du beau, c'est que le beau, on ne le propose pas à tout le monde. Pourquoi ce droit à l'esthétique serait-il réservé aux quartiers huppés de la capitale et non aux zones plus populaires ? Pourquoi la fameuse France périphérique devrait-elle se contenter d'être une France moche, faite de béton, de zones commerciales et des ronds-points sans âme ? C'était d'ailleurs le titre d'un livre, ça, la France moche, parce qu'on voyait justement le béton, les panneaux immondes, les mauvais éclairages. Un compte sur les réseaux sociaux très suivi également. Aussi la France moche. Et justement, cette polémique est l'occasion de nous rappeler que le beau, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin qu'on a tous. Dostoïevski disait que le beau sauvera le monde, et on devrait l'écouter aujourd'hui pour dire qu'on veut du beau dans le 6e arrondissement, bien sûr, mais on le veut aussi dans le 19e, à Saint-Denis, à Tarbes, à Dunkerque, à Marseille, à Carquefou. Et pas que dans les grandes villes d'ailleurs. À Sarreguemines, ma petite ville de Moselle, on veut du beau dans les quartiers populaires, dans les quartiers riches, aussi dans les campagnes oubliées. En somme, remettons du beau partout pour tous. Ah ça c'est un sujet qui a agacé Noémie Alioua. Je crois que si vous ne l'aviez pas fait, mon cher Lucas, Noémie foncez dessus en disant c'est insupportable. Alors sur un autre angle, parce que je vous rejoins complètement, évidemment, on a tous besoin de beau et vous avez bien fait de citer la fameuse formule de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Mais en dehors de la question du beau, il y a quand même la question, on parlait tout à l'heure de la morale des faux culs, c'était l'expression de Jacques Maillard que j'ai bien aimé. Là, on est complètement là-dedans, c'est-à-dire que vous avez quand même des élus qui, au quotidien, des élus de gauche, voire d'extrême gauche, qui vous expliquent qu'il faut accueillir plus de migrants, qu'il faut ouvrir les portes de la France à la terre entière, et qui ensuite se retranchent chez eux et défendent dans leur petit territoire des régimes extrêmement sécuritaires. Et c'est ce que j'appelle la gauche digicose, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vous font des grandes leçons de morale, qui vous expliquent que la sécurité n'est pas une nécessité, c'est un sujet d'extrême droite, etc. Mais chez eux, ils ont des digicodes, ils sont dans des tours d'ivoire, ils sont dans des endroits protégés et ils vous font des leçons de morale. Et ça, c'est insupportable. Ce qui n'est pas insupportable pour Paul Azibert, qui va nous mettre un peu de baume au cœur, c'est un coup de cœur pour un sondage qui estime que les Français sont largement pro-réindustrialisation. Oui, absolument, Maxime. Selon le dernier baromètre Verian, qui a été publié début juillet, on se rend compte que
que, alors, les chiffres ne parlent pas tout de suite naturellement, puisque 62% des Français jugent que l'industrie française n'est pas solide, 86% estiment qu'elle est menacée, 67% pensent que les normes environnementales fragilisent l'industrie, 65% qu'elles mettent en danger des milliers d'emplois. Donc effectivement, ça ressemblerait plus à un coup de gueule, mais en réalité, ce qui se cache derrière ça, c'est que les Français ont pris conscience et sont tout à fait attachés à l'industrialisation des territoires, à l'industrie, mais également à l'agriculture, et qu'en fait, les débats qu'on a eus depuis tout à l'heure, et même le débat sur la loi du plomb, et même sur cette pétition dont on parle depuis ce matin, eh bien, ça prouve que, en réalité, les Français derrière sont pro-réindustrialisation, sont pro-emploi, sont pour un allègement des normes et sont pour qu'on leur foute la paix. Ils sont très conscients de la nécessité pour protéger leurs emplois, sont très conscients de la nécessité de la croissance, de la nécessité de la compétitivité. Et ce sondage Verian nous fait dire que les Français veulent de l'industrie, veulent de l'allègement et veulent du bon sens. Et le maire Jacques Millard le disait, en réalité, du bon sens. Et puis c'est aussi dans le lien de ce que disait Dominique tout à l'heure. Au bout d'un moment, on ne peut pas en permanence interdire et faire n'importe quoi en France, précisément parce que sinon c'est les autres pays européens. Et en effet, ça revient dans les nombreux fils rouges qui ont traversé ces débats. Jacques Millard, puisque Paul a évoqué votre nom, prénom, vous avez un coup de cœur pour le livre d'Olivier Marleix, député dont on a appris la mort tragiquement il y a 2 semaines. Ajouter une chose, c'est qu'il existe un lien consubstantiel entre la beauté et la liberté. Et je voudrais faire un coup de chapeau à mon collègue qui malheureusement n'est plus de ce monde, c'est Olivier Marleix. J'ai dévoré son livre, c'est tout à fait remarquable. Il s'inscrit dans ce que j'ai écrit dans Bye Bye Démocratie. J'en recommande la lecture, c'est très bien écrit par un homme qui était extrêmement cultivé, c'est passionnant, et je peux vous dire que vous apprenez beaucoup de choses sur l'état de la nation, et je le recommande du fond du cœur, parce que Olivier était un copain, on s'était battu ensemble à propos d'Alstom, et je tiens à dire que là, il avait ô combien raison, et c'est un homme qui va nous manquer. Les liquidateurs d'Olivier Marleix. C'est aux éditions Robert Laffont ce que les liquidateurs et le macronisme ont infligé à la France et à la France. On en parlait, ça a été le fil rouge de cette conversation. Noémie Alioua, vous voulez nous parler de l'importance de la science dans le débat public? Oui, alors plutôt comment, vous savez, on parlait du recasage de Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes. Ça a beaucoup fait jaser la semaine dernière à la Cour des comptes, sans concours, sans formation financière, sans la moindre expérience en audit public. Et en fait, c'est pas un cas isolé, c'est plutôt une mécanique bien huilée, puisque on peut le voir ces derniers temps, la Cour des comptes ressemble de plus en plus à un EHPAD pour les éléphants socialistes. C'est un article du Figaro qui nous l'apprend. Il faut le lire, il est très intéressant, signé Paul Sugy. Je vois Jacques Millard qui est en train de sourire. On voit qu'il y a Vincent Payon et d'autres figures. On en reparlera dans 2-3 ans, Jacques. Il y en a d'autres, plutôt de gauche d'ailleurs, Vincent Payon et d'autres figures de la gauche déclinante qui ont trouvé un havre bien payé à l'abri du suffrage universel et de ces remous. Comme d'autres, ils ont conquis des postes à la faveur de leur réseau, de copinage, d'une culture de recasage dont la 5e République a le secret. Alors il ne s'agit pas de dénoncer leurs compétences, mais de noter un contournement. La Cour des comptes n'est pas un placard doré pour anciens ministres fatigués. C'est un sentinelle budgétaire, un organe de contrôle, un îlot d'expertise garanti par sa neutralité. Quand elle devient le salon de thé de la vieille garde socialiste, elle perd sa raison d'être. Et ben voilà, et puis l'existence peut-être de la Cour des comptes. Tiens, est-ce qu'elle sera toujours là en 2040? Ce sera notre sujet de 12h30 avec Bruno Tertré, géopolitologue, directeur adjoint de l'Institut Montaigne, qui a coordonné une étude sur quels sont les points forts, les points faibles, avec à peu près toutes les statistiques possibles et inimaginables de disponibles. Et on va voir sur la productivité, peut-être sur notre capacité encore à faire des enfants, sur l'écologie, sur l'industrie, dans quelle direction va la France si on essaie de se projeter jusqu'en 2040. Discussion sur le futur. Merci à tous. Noémie Alioua, journaliste et
essayiste, auteur de La Terreur jusqu'au sous nos draps. C'est aux éditions Plomb et c'est décidément terriblement d'actualité. Paul Azibert, directeur général de Vortigern, merci d'avoir été avec nous ce matin. Lucas Planavert, journaliste au Journal du Dimanche, au JDD, et Jacques Millard, maire de Maison Lafitte et auteur de ce grand succès Bye Bye Démocratie qui montre à l'antenne. C'est aux éditions La Fond Presse. Dans un instant, on ira du côté de Nîmes. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville, obligée d'instaurer un couvre-feu de 21h à 6h du matin pour protéger ses habitants des violences semblables à des guérillas urbaines qu'on peut observer au Mexique ou ailleurs? On sera avec le maire Jean-Paul Fournier. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite.